C'est une ville hors du temps, suspendue entre deux époques. Son université est l'une des plus anciennes d'Europe avec Oxford et la Sorbonne. Et elle compte environ 20 000 étudiants qui travaillent dans des décors surprenants. Ils ressemblent à ceux de l'Académie des sorciers d'Harry Potter. Bienvenue à Coimbra, bienvenue au Portugal. Coimbra a été la capitale du Portugal bien avant Lisbonne. D'ailleurs, 6 anciens rois portugais sont nés ici. À partir du XIIe siècle, la ville a été scindée en deux. Dans la partie haute vivait le clergé, mais aussi les nobles. Et dans la partie basse, Baixa, on avait cantonné les commerçants, les artisans et le peuple. Nous allons partir découvrir cette ville ensemble, alors restez avec nous. Tout de suite, sommaire. Coimbra, c'est avant tout une ville universitaire au patrimoine historique parfaitement conservé. Dans notre émission, la découverte des plus beaux sites de l'institution. Les Roméo et Juliette portugais s'appellent Inès et Pedro. À la Quinta das Lágrimas, le propriétaire d'un hôtel de luxe entretient la mémoire des amants au destin funeste sur les lieux mêmes de leurs amours interdits. Dans l'arrière-pays de Coimbra, les rives de Mondego et les montagnes alentours sont désormais un lieu de prédilection pour les randonneurs et l'équipe de Coulor n'a pas résisté à la tentation de se joindre à eux. Mais pour commencer, nous allons visiter Coimbra sur les pas d'Élodie. Entre rituels d'initiation et traditions séculaires, cette étudiante franco-portugaise revient sur sa découverte de la ville. C'est sur les rives du Mondego qu'a été construite Coimbra. Au-delà de son rôle historique, les Portugais ont un attachement très fort pour cette cité paisible située au centre du pays. Grâce à la réputation de son université, elle représente toujours la vitalité de la jeunesse et ce n'est pas par hasard si Élodie l'a choisie quand elle a voulu se rapprocher de ses racines. J'ai décidé de faire mes études ici pour revenir un peu sur les origines de mes parents, donc connaître le pays. Et, je suis tombée amoureuse de Coimbra en fait en venant parce que c'est une ville avec une énorme tradition académique. Et le fleuve qu'on voit ici est vraiment très important pour nous, étudiants de Coimbra, participant donc au bizutage d'ici appelé Praxe, parce que c'est avec cette eau qu'on est baptisé en arrivant à Coimbra, quelques mois après avoir découvert la ville. Cette année, le soleil a du mal à s'imposer sur les façades baroques de la place du commerce. Mais avril au Portugal, c'est aussi l'arrivée des premiers touristes qui remplaceront peu à peu les étudiants dans les rues du centre historique. On va commencer à rentrer dans la partie la plus ancienne de la ville, donc la vieille ville de Coimbra. On se dirige vers la cathédrale Sevelha, où a lieu la sérénade monumentale, où donc les étudiants de première année habilleront carpe batine, donc ce que je porte, pour la première fois, et où leurs parrains pour les bisous et marraines pour les filles leur feront ce que je vais faire maintenant, qui s'appelle donc Tressar a Capa, et c'est dès ce moment-là où le bisu n'est plus bisu, donc n'est plus caloiro, mais passe à Caloiro Pastrano. Appelée la Vieille, l'ancienne cathédrale de style roman fait elle aussi partie des symboles auxquels les étudiants restent très attachés. La cape est vraiment le symbole de l'université Coimbra. Donc il y a d'autres villes aussi du Portugal qui ont aussi un uniforme et qui ont aussi une cape, certaines plus ressemblantes à la nôtre que d'autres. Mais Coimbra, par la tradition, est la ville avec la cape noire. C'est dans cette cape que sont toutes mes mémoires en tant qu'étudiante, 3 ans maintenant. Et c'est vraiment quelque chose de très sentimental et très fort pour moi. Mais pour tous les Portugais, et même pour les plus jeunes, Coimbra reste avant tout la capitale de la musique. La guitare de Coimbra.
Donc, le fado de Coimbra est joué accompagné de cette guitare en général. Et puis mon canal de télévision aussi en français. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Ceux-ci sont donc as fitas qu'on mène à pasta. Alors ça, c'est les étudiants finalistes qui vont faire signer par leur famille, leurs amis, leurs professeurs. Ce qu'on voit en haut, le chapeau orange, est appelé Kurtal. Donc, ce sont les étudiants, d'après le nouveau code, ce sont les étudiants de première année de master qui mettent ça. Donc, le chapeau est accompagné aussi d'une canne. Les étudiants apprennent et respectent les rituels et les codes de leur université avec plus ou moins de recul et d'humour. Mais la boutique un peu particulière où ils sont accueillis à leur arrivée reste une étape obligatoire pour intégrer la communauté. Pourquoi que não pões cartola preta? Donc c'est ici, en fait, ou dans un magasin tel que celui-ci, que tous les étudiants de Coimbra qui participent na praxe viendront acheter leur uniforme. Ici, il s'agit des emblèmes en fait, qu'on peut mettre dans la cape. Donc les emblèmes peuvent se mettre du côté interne selon notre code du bizutage, donc au Código da Praxe Académica de Coimbra. Les seuls emblèmes qu'on pourrait mettre seraient des emblèmes du type de ceci. Donc ce sont des emblèmes qui correspondent à certaines villes, certaines régions du Portugal, donc notre région de naissance et la région dans laquelle on étudie. Mais au-delà des écussons, des costumes et du folklore, ces années universitaires passées à Coimbra resteront pour Elodie le véritable rituel de passage vers sa vie d'adulte. L'université de Coimbra a été fondée en 1290 et compte aujourd'hui 8 facultés où on peut étudier la médecine, l'architecture ou encore les sciences. Certains bâtiments de cette université sont de véritables monuments historiques de style baroque qui accueillent chaque année la fine fleur des étudiants portugais, mais également étrangers. Elle est née au XIIIe siècle et a traversé le temps depuis le Moyen-Âge avec un dynamisme étonnant. L'université de Coimbra accueille plus de 20 000 étudiants de différentes nationalités. Chaque année, lorsqu'arrive le printemps, des centaines de familles viennent visiter les bâtiments où les futurs étudiants feront leur rentrée. Ici, l'histoire et les traditions sont partout. C'est une université qui date du XIIIe siècle, qui a fait du Portugal, disons, le 5e pays universitaire d'Europe. Elle a été, on pourrait presque dire jusqu'au XXe siècle, la seule université portugaise, mais aussi la seule université du monde de langue portugaise aussi. C'est un édifice en fait qui remonte à l'époque musulmane, de la fin du Xe siècle. C'était la citadelle de Coimbra, donc une résidence fortifiée, un château si vous voulez, où depuis le 1130, les rois portugais vécurent ici. Vus de l'extérieur, les bâtiments forment un ensemble architectural majestueux. Pourtant, cela n'est rien en comparaison du frisson qui vous saisit lorsque vous pénétrez dans les bibliothèques.
Sous les portraits des plus illustres anciens étudiants de Coimbra, des milliers d'ouvrages anciens qui donnent au lieu une atmosphère magique. L'université soigne son image de marque et la visite se fait toujours avec un guide. J'ai commencé comme étudiant parce que j'étais guide-interprète et donc je faisais déjà des visites quand j'étais simplement étudiant de l'université. Je suis heureux parce que je suis resté. Je développe encore ces activités dans la ville qui est ma ville où je suis né, n'est-ce pas? Donc il y a une relation affective très, très forte avec l'institution. En fait, les visiteurs ils sont confrontés avec la réalité de l'université parce que nous avons encore des étudiants qui fréquentent la faculté de droit dans les bâtiments historiques de l'université. Donc à n'importe quel moment, un visiteur peut voir la soutenance d'une thèse doctorale dans la salle de cérémonie, par exemple, ou se croiser avec les étudiants de la faculté de droit, notamment. En fait, il y a un contact direct avec, disons, pas seulement les aspects du passé, mais la réalité et le futur de cette institution aussi, en quelque sorte. Ici, les styles se mélangent, tout autant que les nationalités. Longtemps, l'université fut une institution indépendante qui fonctionnait selon ses propres règles. Elle disposait de ses propres lieux de culte et d'une prison que les étudiants redoutaient par-dessus tout. La garde royale académique avait ses quartiers dans la salle d'armes. Dès le temps du fondateur, du roi Denis, l'université a eu juridiction privée. Et cela signifie, depuis le XVIe siècle, l'existence d'une garde privée également. Elle est encore présente lors des cérémonies solennelles de l'université. Donc ça fait une garde un peu d'apparat, peut-être semblable à la garde suisse du Vatican. La différence, c'est que nos uniformes ne furent pas dessinés par Michel-Ange. L'université de Coimbra n'a rien oublié de son prestigieux passé, mais elle vit aujourd'hui avec son temps. Les étudiants arrivent de toute l'Europe, comme Julien, un jeune franco-portugais venu ici pour retrouver ses racines. La Coimbromania fait rage et chaque année, les 8 facultés sont assaillies de demandes. Des étudiants du monde entier espèrent pouvoir s'inscrire en médecine, en droit, en lettres, en sciences, en maths ou en histoire. Coimbra est une petite ville de province où les étudiants trouvent tout de suite les repères dont ils ont besoin. Alors on se trouve dans la place de la République. On peut dire que c'est un lieu mythique de la ville de Coimbra. On n'est pas trop loin de l'université. C'est vraiment le point de retrouvailles de tous les étudiants parce que tout autour on a des cafés, des bars. Julien a étudié le tourisme et il a décidé de s'installer à Coimbra. J'ai fait tourisme. On a 4 ans. À l'époque c'était encore 4 ans, maintenant c'est plus que 3 ans. Des fois je regrette, j'ai pensé j'aurais pu redoubler pour profiter un peu plus de cette vie d'étudiant, mais n'empêche, j'ai bien profité. Des lieux de vie étudiante après la vie en amphi. La ville procure toutes sortes de distractions. Maintenant, j'ai eu la chance de travailler à l'université. J'ai vraiment trouvé un boulot là-bas, en partie touristique, déjà dans mon domaine de mes études. Au début, je pensais qu'il fallait que je parte sur Porto, Lisbonne ou Algarve pour trouver du boulot. C'était un truc qui me faisait un peu peur. Surtout que je trouve que c'est dommage. J'aime cette ville, j'ai pas envie de la quitter. J'ai pensé souvent même partir en France à nouveau, comme avec toute la crise qu'il y a. Il y a beaucoup de gens qui laissent de côté leur rêve de venir étudier à l'université à cause de la crise. Ça, c'est une réalité. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des aides. Et c'est vrai que en ce sens-là, l'université, ils essaient de faire beaucoup. Même des résidences pour les étudiants avec un loyer plus bas. Ils essayent de faciliter l'accès à l'université à tout le monde quand même. Mais c'est vrai qu'avec la crise, on voit une grande différence. Oui. Pour rester un phare dans la crise, l'université de Coimbra a développé un important programme d'échange avec ses homologues.
Et si nous parlions un peu d'amour? Nous sommes dans l'un des plus beaux hôtels de Coimbra, qui a abrité au XIVe siècle les amours défendus de Pedro et Inès, les Roméo et Juliette portugais. Cette histoire s'est terminée tragiquement, et c'est pourquoi cet endroit s'appelle Quinta das Lágrimas, le domaine des larmes. Et pour en parler, je vais rejoindre tout de suite le propriétaire des lieux. Ce relais et château n'a pas toujours été un hôtel. Ce domaine merveilleux abrita jadis les amours interdites d'Inès et Pedro. José Miguel Ojoudis, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre somptueuse demeure avec ce superbe jardin. Je crois que c'est pas somptueuse, mais c'est agréable, je pense. Merci de venir. C'est vraiment un endroit ici chargé d'histoire. C'est un lieu de pèlerinage, j'ai l'impression. Oui, au moins du XVIIe siècle. On visite, ça, on a des références dans les voyageurs qui venaient et qui écrivaient un peu sur cette tradition, sur cette histoire d'Inés Castro et de Pedro, Pierre. Inès Castro était une noble galicienne, dont le prince héritier, Pierre du Portugal, était tombé fou amoureux. Cet amour a provoqué des luttes sans merci dans le royaume du Portugal, qui a abouti à l'assassinat d'Inès Castro le 7 janvier 1355. C'est une histoire de folie, de tragédie, de passion. Le prince était fou amoureux d'une aide de sa femme. Puis, après la mort de sa femme, ils ont commencé à vivre ensemble. Et un jour, le roi a dit qu'il faut changer de maîtresse parce que elle était dangereuse, c'est une sorte de matari, c'était ce qu'on disait à l'époque. Mais non, il a dit non, je l'aime bien. Et donc, le roi et ses conseillers ont décidé de l'assassiner. C'est un Roméo et Juliette qui est vrai, qui a une origine historique. Exactement. La fontaine qui est derrière nous. C'est la fontaine des amours, où il venait en se promenant, parce qu'on avait déjà cette beauté. Donc c'est un lieu de plaisance, vraiment. Les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent en général quand ils viennent dans un endroit comme ça? Qu'est-ce qui ressort des conversations? Il y a beaucoup de personnes qui me trouvent et me disent, vous savez, je m'ai déclaré à ma femme à Quinta das Lágrimas. Mon premier baiser a été donné à Quinta das Lágrimas, donc c'est un lieu vraiment d'amour, de passion. Les propriétaires de l'hôtel vouent une véritable passion à cette histoire d'amour. Pour préserver la dimension historique autour du destin tragique des amants maudits, l'avocat Miguel Ojoudis et sa famille ont créé un véritable musée et une fondation qui font vivre la mémoire d'Inès et Pedro. Mais l'hôtel est aussi tourné vers l'avenir. Dans cette partie du jardin, il y a même eu une réflexion écologique. Exactement, c'est-à-dire parce que toutes ces montagnes sont calcaires, donc il y a beaucoup d'eau. Et l'hiver, quand il pleut beaucoup, l'eau venait comme une rivière. Et alors on a profité de l'occasion quand on a fait l'amphithéâtre pour faire tout un système de protection de l'eau, de récupération de l'eau, pour éviter les détructions. Ça, c'est la partie la plus moderne, c'est-à-dire la plus contemporaine de ce projet global qui a commencé au XIVe siècle. Et vous avez allié modernité et tradition. Oui, parce que quand on a demandé à un des plus grands architectes portugais, Birne, il a dit pour faire hommage à un immeuble du XVIIIe siècle, il faut faire un immeuble du XXIe siècle. La tradition, c'est pas le passé. La tradition, c'est la modernité qui a eu succès. On le voit, vous restez quand même vraiment optimiste malgré la crise aujourd'hui. Oui, vous savez, même dans la crise, je dis ce qu'on dit toujours, les avions, ils s'en vont contre le vent, pas en faveur du vent. Donc c'est à ces moments qu'il faut bâtir le futur. José Miguel, merci pour votre accueil. Merci de votre amabilité, de votre présence ici entre nous. Obrigada. Au revoir. Au revoir. Obrigada. Nous allons tout de suite partir découvrir la région de Coimbra, côté nature, une région traversée par le fleuve Mondego, qui serpente sur plus de 230 km et qui se jette dans l'Atlantique. La région est superbe et l'équipe de couleurs n'a pas résisté. Elle est partie en randonnée découvrir les villages de l'intérieur. Regardez.
des vallées verdoyantes, des maisons en pierre de taille. Ce pourrait être la Corse. Pourtant, nous sommes au Portugal. Pour cette promenade dans l'arrière-pays, nous avons demandé à un enfant de la région, José Lopez, de nous montrer ce qu'il aime partager avec les clients qui l'emmènent visiter le Portugal côté nature. Aujourd'hui, nous allons visiter un des plus anciens villages de la région. Ensuite, nous pourrons également parcourir librement quelques sentiers. Vous allez voir, le coin est très agréable. De nombreuses activités sont proposées et de nombreux défis aussi. Allez, c'est parti. Un long chemin nous attend. Depuis tout petit, je me suis toujours intéressé au sport en général. J'ai fait mes études dans ce domaine, mais je n'ai découvert que plus tard les activités sportives de pleine nature. Personnellement, j'ai tout de suite accroché avec ce genre d'activité naturelle. Et je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas étudié davantage à l'école. À partir de là, je me suis spécialisé en travaillant dans le secteur privé. Pour la mise en jambe, quelques pas dans les ruelles de Talasnal, un coquet petit village dont les maisons et les ruelles ont toutes été construites à partir des pierres arrachées à la montagne. L'occasion pour José d'expliquer aux visiteurs comment, depuis toujours, l'homme vit ici en harmonie avec son environnement. Là, on a un très beau point de vue. C'est un haut lieu de la randonnée. Cette vallée est classée patrimoine national. Elle est caractérisée par des pentes douces et par des milieux ouverts du haut jusqu'en bas de la vallée. Les formes du relief identifient clairement les différents types de paysages. Au milieu, on aperçoit un paysage sombre avec un climat océanique, mais avec la hausse des températures, la végétation évolue très vite et nous avons remarqué que les mauvaises herbes faisaient leur apparition. Elles ont une mauvaise influence, elles ont tendance à s'accroître avec le temps et je pense vraiment qu'il faut améliorer les pratiques de contrôle. Après ces explications sur la variété des paysages et des essences qui se développent ici, la balade va se poursuivre pour pénétrer un peu plus dans la forêt. L'occasion de se rendre compte que les activités humaines, comme la pratique sportive et la chasse, y sont importantes. C'est par là, il faut bien regarder entre les branches. Tous ces arbres malades ne sont pas une bonne chose. Il faudra les abattre et replanter régulièrement pour équilibrer la pyramide naturelle. Vous allez avoir pas mal de choses à raconter en rentrant chez vous. Ce patrimoine exceptionnel au cœur de la montagne de Luz reprend vie depuis quelques années. Pratiquement abandonné au milieu des années 70, les villages se sont reconstruits grâce au tourisme. Un tourisme qu'il faut à présent canaliser pour qu'il ne détruise pas ce merveilleux massif, l'un des plus verts de tout le Portugal. José Lopez et ses amis guides savent que leur mission est essentielle. Faire découvrir la montagne au plus grand nombre pour permettre un développement économique, tout en aidant les visiteurs à ouvrir les yeux sur la nécessité de ne pas dégrader cette montagne qui a encore tant de belles histoires à raconter.
Voilà, c'est ici, place du 8 mai, que se termine notre émission à Coimbra, l'ancienne capitale du Portugal. Merci encore pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes, même jour, même heure. Et d'ici là, faites comme moi, gardez les yeux et l'esprit bien ouverts. Ciao!